Bienvenue dans Squad Talk, la chaîne de podcast de Squad. Aujourd'hui, nous recevons Jordan Assouline, Account Customer Engineer chez Google, à l'occasion de la sortie de son livre DevSecOps, développer et administrer vos services en toute sécurité. Il répond aux questions de Mathieu Gaillard-Middle, Practice Leader DevSecOps de Squad. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Jordan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, bonjour Mathieu, je suis très content d'être chez Squad aujourd'hui. Une présentation rapide, comme toi tu le sais déjà, je suis DevSecOps, mais c'est un peu plus compliqué que ça puisque j'ai un scope d'activité qui est un peu plus large que ça, mais j'ai travaillé dans les sujets autour du dev, autour de la sécurité, autour des opérations, donc pour plein de raisons, ça m'a amené à développer une forme d'expertise sur le sujet du DevSecOps. Et je suis passé par Squad, où j'ai été consultant, où j'ai été tech évangéliste aussi. Et aujourd'hui, je suis chez Google en tant que Customer Engineer pour accompagner les licornes et les startups françaises sur leur utilisation de GCP. Alors, nous t'avons invité car tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire. Récemment, tu as écrit un livre sur le DevSecOps et en français, ce qui permet à tout le monde d'en profiter. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie ? Eh bien, justement, en fait, tu as déjà un petit peu répondu à la question puisque lorsque je voulais moi-même me former au DevSecOps, j'ai épluché toute la bibliographie qui existait et je n'ai rien trouvé en français. Alors, ce n'est pas un grand problème puisque l'anglais technique reste assez simple à comprendre. J'ai donc pu me former, monter en compétences sur des bouquins et des ressources en anglais. Mais je trouvais ça dommage de devoir aller chercher ailleurs des informations que j'aurais pu trouver puisque en France, on a des compétences, on a des connaissances sur ce sujet. Et donc, je me suis dit, tout ce que j'ai dû apprendre ailleurs, j'aimerais bien le retranscrire dans un ouvrage en français pour les ingés et les techs francophones qui puissent, sans barrière de langage, pouvoir eux aussi récupérer ces infos. Nous allons donc parler d'outillage, vu que c'est l'un des enjeux majeurs du DevSecOps, et notamment les SAST, donc les outils d'analyse statique. Est-ce que tu aurais un outil préféré ? Ah, un outil préféré, c'est une question compliquée. Les outils d'analyse statique, ils ont beaucoup d'intérêt parce que ça permet, finalement, peu importe le langage, de pouvoir faire des analyses de vulnérabilité ou de mauvaise configuration ou de mauvaises pratiques, si on veut, de ton code. Et d'ailleurs, peu importe le code, que ce soit du Python, que ce soit du Java, que ce soit du Go, même du Bash. Donc, est-ce qu'il y a un outil que je préfère ? Je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que j'aime bien utiliser des outils qui sont plutôt spécifiques à un langage que des outils qui sont généralistes. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de contre-exemple, puisque typiquement du Sonar, ça marche super bien sur tous les langages, enfin en tout cas sur la plupart des langages. Maintenant, moi j'avoue que j'ai un petit faible pour Bandit, qui est un outil utilisé pour faire notamment de l'analyse statique et du lint aussi, sur le Python. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le tout premier outil de SAST que j'ai utilisé à l'époque où j'ai commencé à faire du DevSecOps. Donc il y a un petit côté affection personnelle sur cet outil qui m'a ouvert l'horizon de l'analyse statique. Après, il y a quand même un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le SAST a un défaut, et ça c'est valable peu importe les outils, c'est le nombre de faux positifs qui remontent parce que forcément quand tu analyses ton code source, donc du code non compilé qui n'est pas d'ailleurs dans un environnement particulier, hors contexte, tu vas pouvoir avoir énormément de remontées de vulnérabilités qui ne sont pas des vulnérabilités puisqu'elles ne s'appliquent que dans un certain contexte avec certains outils, certaines API, certaines configurations, certains environnements. Donc, ça reste un vrai pain sur les outils SAST, le fait de devoir gérer les faux positifs. C'est ce qui peut polluer les équipes et au final les surcharger et louper la vraie vulnérabilité qui est vraiment efficace. Tout à fait. Et même en plus, il y a un autre problème au-delà de tout ça. Quand tu dis polluer les équipes, c'est exactement ça. Et parfois, les équipes, elles se désintéressent après de ces outils. Parce qu'en fait, elles se disent, de toute façon, je perds mon temps à gérer tous les faux positifs tout le temps.
j'ai plus de valeur ajoutée, laisse tomber cet outil, on revient à ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est notamment un vrai problème que j'ai dû adresser plusieurs fois dans des équipes que j'ai accompagnées chez plein de clients. D'accord. Donc les outils des SAST ont évolué, ou plutôt une nouvelle génération d'outils est apparue, donc ça va être les DAST. On va parler d'analyse dynamique. Donc on va pouvoir voir notre code s'exécuter et voir les différentes vulnérabilités qui peuvent apparaître sur l'exécution. Est-ce que de la même façon, tu as un outil préféré ou que tu recommanderais? Je ne veux pas faire la même réponse. Mais pour le DAST, moi, vous l'aurez compris, alors si vous n'avez pas encore lu mon livre, lorsque vous allez voir les différents outils que j'aborde à l'intérieur, en fait, quasiment tous sont open source, ou en tout cas, s'ils ne sont pas libres, ils sont gratuits ou possèdent une version gratuite, parce que je veux, enfin en tout cas j'ai essayé de mettre à disposition des outils pour tout le monde. C'est-à-dire, peu importe que vous ayez de quoi acheter des licences ou non, que vous puissiez vous-même tester l'outil. Et dans cette mouvance-là, c'est vrai que j'ai là encore une petite préférence pour Z-Attack Proxy, qui n'est pas l'outil DAST le plus incroyable, mais qui a quand même un avantage non négligeable de posséder une forme de marketplace, si on veut, de plugins ou de choses qu'on peut ajouter pour répondre spécifiquement aux besoins de notre application, enfin application en tout cas de logiciel. Donc j'aime bien cet outil. Le DAST a l'avantage de générer moins de faux positifs, mais par contre, qui dit moins de faux positifs dit aussi d'être en mesure de prévoir un peu plus les attaques ou les éléments qui vont être vulnérables ou qui vont pouvoir être potentiellement utilisés. Typiquement, tout ce qui est du top 10 de l'OWASP sont pas forcément gérés nativement par tous les outils DAST. Mais on peut utiliser les plugins pour ça. Donc, tout est possible avec un peu de boulot et un peu de lecture aussi. Toujours sur notre question d'outillage, dans la partie peut-être plus DevOps que le DevSecOps, on va parler de l'infrastructure as code. De la même façon, as-tu un outil préféré et pourquoi est-ce Terraform? Donc en fait, dans ta question, il y a la réponse. Oui, c'est vrai, j'avoue, je plaide coupable. J'aime Terraform. Alors j'aime Terraform pour plein de raisons, mais notamment parce que je pense que c'est l'outil qui est le plus utilisé pour faire de l'infra as code aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on enregistre ce podcast, parce que il reste relativement décorrélé d'un provider ou d'un ensemble d'outils, d'un ensemble d'éditeurs de solutions, ce qui fait qu'on peut utiliser Terraform avec AWS, avec GCP, avec Azure, avec Kubernetes, de façon on-premise, bref, on peut l'utiliser sur à peu près tout. Donc moi j'utilise Terraform personnellement parce que j'aime bien interagir avec une seule interface en quelque sorte et avec tous les services sur lesquels j'aime travailler. Et il a un autre avantage qui est loin d'être négligeable, je trouve, c'est son côté un petit peu idempotent, le fait de ne pas recréer des ressources qui existent déjà, le fait de pouvoir avoir un certain niveau d'intelligence qui lui permet de voir ce qu'il existe avant de créer de nouvelles ressources par rapport à un fichier ou à des fichiers sources. Je m'explique. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec Terraform, c'est que tu peux définir toute ton infrastructure de façon programmatique. Tu vas avoir des fichiers qui vont décrire ce à quoi ton infra doit ressembler. Ce qui fait que tu as une source de vérité. Et ça, on pourrait se dire, mais ce n'est pas du tout de la sécu d'avoir une source de vérité. En fait, si, parce que le fait d'avoir une seule source de vérité, ça évite d'avoir des mauvaises configurations et du déploiement de ressources non utilisées, qui pourraient ouvrir des nouvelles vulnérabilités d'ailleurs. Donc Terraform est vraiment extrêmement performant pour ça. Et comme c'est l'outil le plus utilisé, en DevSecOps, on trouve beaucoup plus d'outils de vérification de la configuration des fichiers Terraform que d'autres outils comme du CloudFormation par exemple. Donc typiquement, Terraform, dans le DevSecOps, ça coche quasiment toutes les cases. Si on utilise d'autres outils par-dessus, comme du check-off, pour pouvoir vérifier qu'on ne déploie pas sur nos environnements
des vulnérabilités trop importantes. D'accord. Toujours sur la partie outillage, on va souvent parler de l'automatisation. Donc là, ce sont des solutions qui en général ont un petit peu plus de retour d'expérience, un peu plus de recul, comme du Jenkins, de l'Ansible, du Chef, du Puppet. Est-ce que de la même façon, tu as un outil sur lequel tu aurais une prédilection? Alors non, moins. Mais par contre, il y a des outils que j'aime pas vraiment. Mais ça, c'est très subjectif. C'est moi et mon utilisation. Je suis pas fan de Puppet et de Chef. Non pas parce que ce sont des mauvais outils, hein, pas du tout. C'est extrêmement performant. Mais ça a une certaine complexité que je trouve dommage de devoir gérer. Par exemple, des outils comme Ansible qui sont agentless, donc pas besoin d'installer d'agent, ça apporte une certaine flexibilité, une certaine facilité. C'est un peu aussi plus récent, avec des retours d'expérience divers et variés. Donc, j'ai pas vraiment d'outils que je préfère en termes d'automatisation. Euh, pour l'intégration continue, j'ai tendance à préférer des outils nouvelle génération comme GitLab CI que j'utilise principalement dans l'ouvrage. Mais les GitHub Action permettent aussi de faire de l'intégration continue de façon extrêmement performante. Circle CI, ça marche vraiment bien. Jenkins, je pense que ça reste l'outil le plus utilisé encore aujourd'hui. Je ne sais plus si c'est tout à fait vrai, mais disons que ça reste l'outil historique. Mais là encore, je trouve qu'il apporte une certaine complexité qui n'est pas DevOps native. Alors, ça veut dire quoi quand je dis DevOps native? Ça veut dire que dès l'instant qu'on doit nécessairement utiliser une interface web pour pouvoir interagir avec l'outil, ça rend difficile d'automatiser de bout en bout toute la chaîne CI. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire avec Jenkins, attention. Mais je trouve que l'outil manque un peu de rapidité et de performance. Piste d'accès, tout simplement. C'est vrai que l'interface web de Jenkins peut être perfectible. Ouais, et puis j'ai eu la chance de pouvoir assister à une conférence qui avait été donnée par le fondateur de Jenkins. Et ce qui était intéressant, de mon point de vue, c'est que il disait quelque chose qui était vrai. Il disait que Jenkins fait de l'intégration continue, c'est super, mais que l'évolution naturelle du produit va aller vers autre chose. Et ça me paraît très cohérent. En fait, de faire évoluer Jenkins vers autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de faire l'intégration continue, mais peut-être qu'il va faire quelque chose de plus disruptive que simplement de la CI telle qu'on la connaît, parce qu'aujourd'hui, il reste dépassé par d'autres outils plus light et plus légers, plus portables, plus performants. Donc voilà. Mais attention, hein, Jenkins, c'est super et ça marche très bien. Donc je ne dis pas aux gens d'arrêter de l'utiliser et de passer sur autre chose. Il avait fourni une date pour la nouvelle version de Jenkins ou ça reste encore dans les prototypes? Non, il n'avait pas donné de date, il disait que c'était en prototypage. Et donc, comme il n'y avait pas de roadmap officiel, c'est pas encore sorti. Mais je pense que, en tout cas, si Jenkins veut continuer à garder le marché tel qu'il l'a aujourd'hui, c'est clairement un chemin qu'il doit prendre. Évoluer vers autre chose. Peut-être faire de l'intelligence artificielle à l'intérieur, peut-être d'aller sur de l'intégration de la sécu, comme le font d'ailleurs la plupart des outils de plateforme DevOps aujourd'hui. Ils intègrent quasiment tous de la sécu de façon plus ou moins native et performante, et gratuite ou pas. Mais en tout cas, ça doit évoluer selon moi. Et si Jenkins évolue, il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas à rester en tête du palmarès. Ça marche. On a parlé d'un certain nombre d'outils qui sont à chaque fois tous différents, tous pour des fonctionnalités différentes. Est-ce que pour une entreprise, une organisation, ça ne peut pas être très complexe à gérer pour s'y retrouver en termes de reporting? Est-ce qu'on n'a pas un seul anneau unique qui nous permettrait de piloter toutes nos solutions de sécurité? Ou est-ce que tu sais si c'est des solutions qui devraient arriver? On pense par exemple à Azure DevOps et notamment Defender for DevOps qui devrait permettre de faire une solution complète clé en main. Est-ce que Google aussi se positionne sur cette partie? Alors, tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est le gros pain, la douleur principale de la plupart des acteurs aujourd'hui. Parce que regarde la quantité d'outils qui existent pour pouvoir faire
de la CI. Là, on vient d'en parler, j'en ai cité au moins 4 ou 5 qui sont tous, en tout cas, et qui possèdent tous une version gratuite. Donc, vous pouvez tous les tester d'ailleurs. Hein, mais et on n'a pas parlé des solutions de CD, où c'est encore la même chose, des solutions d'analyse statique, d'analyse dynamique, de lint. Enfin, on doit avoir des centaines et des centaines d'outils. D'ailleurs, il y a un tableau périodique des outils DevOps que moi j'aime bien. Et ne serait-ce que ce tableau périodique des outils DevOps, déjà, il y a énormément de choses dessus. Donc, le fait de la multiplicité des outils est un problème, selon moi. Il y a des acteurs qui ont essayé de centraliser ça autour de solutions, peut-être pas forcément clés en main, mais qui intègrent les différentes étapes importantes. Tu as cité Azure DevOps, que moi je trouve extrêmement intuitif, performant et vraiment agréable à l'utiliser. Enfin, on sent que le produit a été designé côté user experience. Je ne suis pas forcément fan des outils Microsoft, pour être honnête. C'est très subjectif, c'est moi. Mais celui-là, peut-être, disons que celui-là, je suis plutôt d'accord. Tu te laisserais tenter. Oui, ça me fait un peu mal, hein, mais au fond, c'est vrai. Azure DevOps, il est vraiment cool. Je l'ai testé, j'aime beaucoup. Il s'adapte bien dans des environnements Microsoft et pas que. Donc celui-là, ouais, je suis assez d'accord. Après, il y a des acteurs qui ont fait des choix intéressants. GitLab a fait un choix intéressant où ils intègrent des solutions de sécurité, de scan, de vulnérabilité, de choses comme ça, dans des pipelines CI/CD, puisqu'on peut déployer des runners GitLab dans des environnements cloud. Alors, disons Kubernetes native, hein, donc GCP, Azure et AWS, ça marche bien. Ça marche sur quasiment tous les clients avec qui j'ai pu travailler sur ce sujet, parce que c'est intégré dans l'infrastructure. Donc là, pour le coup, avec GitLab en version payante, hein, la version communautaire permet de le faire, mais ça demande un peu de boulot, mais la version payante intègre tout ça nativement, ça marche vraiment bien. GitHub propose aussi des choses un peu similaires, et ça marche plutôt pas mal de ce que j'ai pu tester. Et on a des acteurs qui viennent se plugger en fait, sur ces outils de gestion de gestion de sources de code, si on peut dire, de versionning et tout. Et là, il y en a un qui, selon moi, sort du lot en termes de performance et de facilité d'utilisation. C'est Snyk, S-N-Y-K, qui vient se plugger sur vos dépôts et qui fait des analyses statiques de code et qui possède des versions payantes qui sont vraiment, vraiment performantes. Donc, j'ai cet outil-là que j'aime beaucoup. À ma connaissance, Google ne se place pas nécessairement en fournisseur d'accès de ce type de solution de manière globale, mais essaye de développer une forme de toolchain ou de supply chain du software sécurisé en intégrant l'ensemble des outils nécessaires au développement, à l'intégration continue, au déploiement continu et à l'observabilité dans l'écosystème Google et GCP. Donc ça marche plutôt pas mal. Azure a à peu près un positionnement similaire, mais du fait d'avoir des outils comme Azure DevOps qui sont déjà remplissent une partie de ces tâches-là, je pense qu'ils ont peut-être un peu d'avance là-dessus. Et puis AWS a le même positionnement que Google, mais moins écosystème à Amazon, plus outils divers et variés qui viennent se plugger pour répondre à ces problématiques. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui existent, il y a des plateformes qui centralisent ces outils. Je pense qu'il y a encore un petit manque de maturité sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il y a de la place pour créer ses propres toolchains complètes, un peu custom. Et c'est possible de le faire gratuitement, ou en tout cas avec des coûts moindres. D'accord. Mais nos pauvres équipes cybersécurité ou gouvernance ont encore un petit peu de travail devant elles pour vérifier toute la compliance de notre code. On a parlé d'outils, mais aussi derrière, il y a quand même énormément d'humains, un terme que l'on va retrouver très fréquemment. C'est notamment les security champions, tu l'abordes dans ton livre également. Comment un manager, une organisation peut choisir ses security champions, ce sera rare qu'il n'y en ait qu'un seul, dans ses équipes applicatives? Moi, je suis assez, tu l'auras noté, assez partisan des security champions. On en a déjà parlé, donc ça ne devrait pas t'étonner, mais
Je pense que alors moi-même, j'ai été security champion, alors c'est un peu subjectif, tu me diras. Mais je pense que c'est la clé pour faire adopter la sécurité à une organisation. Pourquoi ? En fait, les security champions, ce n'est pas forcément des personnes qu'on va recruter, qui sont de la sécurité et qui vont venir, entre guillemets, s'incruster dans les équipes. Ça, je ne pense pas que ça marche très bien. Par contre, justement, c'est comme ça qu'on les choisit en fait. D'arriver à repérer au sein de plusieurs équipes de dev ou d'ops, une personne ou deux personnes qui ont la personnalité qui fit bien, qui ont envie de monter en compétence sur ces sujets, qui sont vraiment ancrés dans les 5 piliers du DevOps, donc la culture, l'automation, la mesure, le lean et le partage. Ces personnes-là, on les prend, on les spot, on les fait monter en compétence, on les valorise, et ce sont eux qui vont être nos ambassadeurs. Qui mieux qu'un collègue peut diffuser les bonnes pratiques de sécurité ? Parce qu'il faut dire la vérité, on est passé par là. Moi, j'étais dans des équipes où quelqu'un parachuté de la sécurité arrive et me dit comment je dois travailler. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Mais ne serait-ce que par principe, j'aurais tendance à être dans l'opposition. Parce qu'on a tous un ego, surtout en IT, on a souvent des problèmes d'ego. Mais par opposition, par principe, je vais être résistant. En plus, le changement, ça fait toujours un peu peur, qu'on soit déjà au fait du sujet ou pas. Donc, une personne de l'équipe qui monte en compétence, un collègue que je respecte, avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui va me montrer que, en fait, lui, il y arrive très bien et il fait des trucs cool, sexy, qui améliore la qualité de ce qu'il délivre. Moi, je vois pas de raison de ne pas pouvoir adopter le même style de pratique. Et moi, je l'ai fait. J'ai été security champion dans une équipe d'ops. Autant te dire que c'est doublement compliqué. Parce que je dis pas que les ops, ils aiment pas la sécurité, mais c'est souvent un peu plus facile de faire évoluer les pratiques de dev que les pratiques d'ops. Parce que le dev, ça évolue plus vite que l'infra, de manière générale. Et donc, ça n'a pas été simple. Mais par contre, ça a marché. Ça a pris un peu de temps. Chez moi, ça a pris 6 mois dans mon équipe. Mais ça a marché. Et ils ont fini par adopter certaines des pratiques. Je ne te dis pas que ça a révolutionné l'ensemble des pratiques, mais par contre, il y avait un vrai effort qui était fait sur les aspects conformité, sur les aspects accompagnement de la sécurité. Une sécurité qui accompagne, ça marche toujours mieux qu'une sécurité qui impose et qui interdit. Et la contrainte, c'est jamais très efficace en général. Ah oui, le changement par l'exemple est très souvent le plus efficace. Oui, et en plus, au-delà du changement par l'exemple, moi je vais même plus loin, c'est un bon leader. Alors quand je dis leader, je ne parle pas de notion de hiérarchie, mais un bon leader, c'est un leader qui accompagne, et pas forcément un leader qui montre la voie. C'est un leader qui fait le premier pas, qui se casse un peu les dents dessus en général, faut dire la vérité, il essuie les plâtres. Et après, ça permet aux autres d'avoir une voie déjà tracée et de gagner beaucoup de temps en se disant, ouais, ok, lui, il l'a fait, je ne suis pas moins bon que lui, donc il n'y a aucune raison que moi, je n'y arrive pas. Sans complètement spoiler la fin du livre, quels sont, de par ton expérience, les principaux défis que rencontrent les organisations quand elles veulent mettre en place une organisation DevSecOps ? Alors, ça aussi, c'est une excellente question parce que, en fait, je pense que c'est peut-être même la question la plus importante, pas en termes de qualité, mais en termes de quantité d'informations qu'on peut avoir. Je m'explique. En fait, quand tu regardes bien, le DevSecOps, ça ne s'applique pas partout. Ça peut paraître étonnant ce que je dis parce qu'on se dit non mais faut faire de la sécurité partout, le DevOps c'est génial, il faut en mettre partout, mais non, en fait c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai écrit un livre sur le DevSecOps que ça veut dire que ça doit être mis en place partout. Je pense qu'il y a des entreprises, des organisations, des industries qui ne sont pas adaptées au DevSecOps. Non pas parce qu'ils sont pas compétents, pas du tout, des gens extrêmement compétents partout, mais parce que ça ne correspond pas à leurs besoins. Il faut mettre en place des choses qui répondent à leurs besoins. En fait, éviter de faire rentrer des octogones à l'intérieur d'un carré, c'est un peu compliqué. C'est jouable, mais donc c'est pas évident. Faut toujours essayer de faire fitter
une organisation avec un framework et pas plutôt un framework avec une organisation que d'essayer absolument de faire rentrer une organisation au sein d'un framework. Qui ne correspondrait pas dans la même réflexion pour la partie cloud. Tout le monde ne finira pas sur un cloud public. Et non, tout le monde ne finira pas sur un cloud public, tout le monde ne fera pas du DevSecOps, et ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Et parfois même, ils ont souvent raison. Ça ne correspond pas à leurs besoins. Donc déjà, ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est que la sécurité, c'est compliqué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses, il faut sécuriser tout. Et même lorsqu'on a fini de sécuriser la partie technique, il faut aussi faire de la sensibilisation aux personnes, parce que l'humain reste la faille de sécurité la plus importante dans une entreprise. Et même une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui reste ? Ah oui, il y a la partie physique. Il faut aussi sécuriser les locaux, il faut sécuriser les data centers, il faut sécuriser les serveurs. Et comment est-ce qu'on fait tout ça ? Donc, c'est complexe, ça coûte souvent beaucoup d'argent, c'est vrai. Et ça demande une évolution assez radicale des pratiques. En fait, la sécurité et le DevOps, à première vue, on pourrait se dire, ouais, c'est logique, on fait de la sécu dans du DevOps de base. Donc en fait, le DevSecOps, c'est du DevOps qui est bien fait. Et je suis d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est la réalité, mais le problème qu'on va avoir, c'est que lorsque la sécurité rentre en jeu, souvent, c'est antinomique avec les fondamentaux de l'agilité et du DevOps. Parce que le DevOps, c'est je délivre rapidement du nouveau code et des nouveaux services à mes utilisateurs. Sauf que si la sécurité elle vient se plugger par-dessus ça, ça va ralentir forcément puisqu'il va y avoir des vérifications qui vont être faites. Donc comment réussir à faire en sorte qu'on maintienne cette productivité, mais qu'on évite de déployer et de mettre à disposition des services et du code qui comportent des vulnérabilités importantes. Et comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui travaillent, donc les DevOps, soient en capacité de travailler de manière sécurisée ? Parce qu'un DevOps, il a des accès élargis par définition à l'ensemble du système d'information, puisqu'il fait un peu de dev, un peu d'ops, un peu de sécu, un peu d'observabilité, etc. Donc ça veut dire aussi que ces accès doivent être renforcés. Donc tout ça, ce sont des vraies difficultés que rencontrent les entreprises. En résumé, pour moi, les vraies difficultés, c'est le coût, la résistance des personnes. Et ouais, exactement. Et aussi la multiplicité des services à disposition. Parce qu'on se dit, mais en fait, on peut faire plein de trucs. Alors, en voulant faire tout d'un coup, on se casse souvent les dents parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est dans des petites structures. Mais plus la structure elle est grosse, plus il faut aller de manière incrémentale. Changer des petites choses, petit à petit, jusqu'à finalement construire quelque chose qui est efficace, global et acceptable. La stratégie des petits pas pour ne pas trop brusquer les gens. Mais oui, comme tu disais, pour la sécurité, ce n'est pas un problème que l'on résout, c'est un problème que l'on gère, et surtout que l'on doit gérer sur la durée. Et en dernière question, est-ce que tu aurais un conseil de lecture, visionnage, pour en savoir plus sur le DevSecOps ? Alors, la raison principale pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est que le DevSecOps en français, il n'y a pas grand-chose. Il faut dire la vérité. Il y a pas mal de choses sur la sécurité, il y a pas mal de choses sur le dev, il y a pas mal de choses sur l'infra, mais le DevOps, ça reste pauvre. Le DevSecOps, c'est encore plus pauvre. Donc, non, pas d'ouvrage en français, malheureusement, mais en anglais, il y a des trucs vraiment super. Moi, je vais inviter les lecteurs, les auditeurs à aller lire, le DevOps Handbook, qui est la référence de base. Et pourquoi, en fait, ce livre est intéressant ? Parce que si tu lis le livre et que tu analyses vraiment comment il est écrit, en fait, c'est pas vraiment du DevOps Handbook, c'est du DevSecOps Handbook. Parce que les notions de sécurité, ils sont abordées. Et même si c'est au sein d'une organisation fictive, ça te donne des key points sur vraiment la manière dont tu vas pouvoir mettre en place le DevOps dans une organisation et comment est-ce que tu vas pouvoir récupérer et observer, mesurer les résultats. Donc,
pour moi, ça reste la référence. Il est en anglais. Je sais qu'il est en cours de traduction. Donc, si vous attendez un peu, vous devriez l'avoir en français. Eh bien, merci Jordan. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Tout le plaisir était pour moi. Je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous tous.